Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast Fnac sur les idées et celles et ceux qui les portent. Éco, socio, psycho, philo & co, Face au Monde part à la rencontre des auteurs et autrices qui remuent nos méninges. Cette semaine, direction l'École d'économie de Paris où nous attend Thomas Piketty. Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, co-directeur du World Inequality Lab et vous enseignez à l'École d'économie de Paris que vous avez cofondée. Vous êtes l'auteur de livres de référence dont Le Capital au XXIe siècle, publié en 2013, Capital et idéologie, sorti l'an dernier au Seuil, et d'un petit dernier, publié cet été, Vivement le socialisme, ! Un recueil de vos chroniques paru dans Le Monde sur la période 2016-2020. Dans ce livre, vous dénoncez un hypercapitalisme et réfléchissait à une nouvelle forme de socialisme, participatif, décentralisé, écologique et féministe. En 4 ans, on a assisté donc à beaucoup de transformations à travers le monde, politique, économique, sociétal, dont vous avez été le témoin et le chroniqueur. Comment diriez-vous que le monde a évolué ces 4 dernières années ? Est-ce qu'on est mieux en 2020 qu'en 2016 ? Il y a tellement d'évolutions contradictoires que c'est difficile de dire on est mieux, on est moins bien. Moi, je suis pas, de façon générale, je suis pas un nostalgique de tout était mieux avant. Je pense qu'il y a des évolutions contradictoires. Bon, l'année 2020, comme on sait, a pas été très drôle avec cette histoire de Covid. Et de façon générale, c'est vrai que sur les 5-10 dernières années, moi, si je me remets par rapport au moment où j'ai publié Le Capital au XXIe siècle en 2013, je dirais que depuis, c'est vrai que les scénarios les moins optimistes que je décrivais dans Le Capital au XXIe siècle sont plutôt réalisés. C'est-à-dire que les pays qui avaient connu, par exemple, la plus forte progression des inégalités au cours des décennies précédentes, et en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni, ont basculé avec Trump et le Brexit dans une espèce de nationalisme, de repli identitaire, qui, pour moi, reste le principal danger des évolutions économiques actuelles. Et je pense que c'est d'ailleurs en partie parce qu'on a arrêté de débattre d'un autre système économique. Et moi, c'est ça, ce débat dans Vivement le socialisme, avec un peu d'ironie, que j'essaye de réouvrir. C'est-à-dire, je pense qu'on a tellement refermé le débat sur le système économique. On a tellement dit aux gens depuis des dizaines d'années, écoutez, il n'y a qu'une seule politique économique possible. Et les gouvernements ne peuvent rien changer à ça, ne peuvent pas changer la structure sociale, ne peuvent pas réduire les inégalités. La seule chose que les gouvernements peuvent faire, c'est contrôler leurs frontières et contrôler leurs identités. Après, il ne faut pas s'étonner que 20 ou 30 ans plus tard, la seule chose dont on discute soit des histoires de frontières, de passeports, d'identité, de religion. Et on voit les dégâts que ça fait aujourd'hui en France et pas seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc ça, moi, c'est cette dérive identitaire nationaliste qui m'inquiète le plus. Et je pense que les questions économiques et sociales, au moins les inégalités de nature économique et sociale, on peut les résoudre dans des politiques de redistribution, de circulation, de la propriété, des revenus, de plus grande égalité d'accès à l'éducation, la santé. Alors c'est pas facile de trouver où mettre le bon curseur sur l'égalité, l'inégalité. D'autres personnes trouveront que je vais trop loin. Bon, moi je pense que les propositions que je fais sont assez raisonnables et pas du tout radicales. Mais bon, on peut en discuter sur où on met le curseur. Mais au moins, disons, il y a matière à discussion. Alors que les conflits identitaires et nationalistes, souvent, n'ont pas d'autre issue que l'exacerbation du conflit lui-même jusqu'à ce qu'un camp terrasse l'autre. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Vous écrivez en introduction de votre livre que certaines de vos chroniques ont mieux vieilli que d'autres. Quelles sont vos intemporelles, celles sur lesquelles vous avez eu de bonnes intuitions ? Oula, alors ça, il faudrait reprendre la liste. Donc là, bon, dans ce recueil de chroniques, donc dont le titre est Vivement le socialisme, toutes les chroniques qui ont été publiées dans Le Monde chaque mois de 2016 à 2020 ont été reprises. Et forcément, il y en a certaines, là, j'ai plus en tête toute la liste, mais il y en a forcément certaines qui ont été écrites dans un contexte très spécifique d'une discussion politique qu'il y avait en France ou en Europe ou dans le monde à ce moment-là, je sais pas, qui nous ramène sur Fillon en 2016, qui aujourd'hui paraissent complètement datés. En même temps, j'ai préféré qu'il y ait aucune réécriture et aucune suppression, parce que le but, c'est aussi de montrer voilà comment un chercheur en sciences sociales comme moi, qui est plutôt habitué à s'enfermer dans son bureau pour écrire des livres de 1000 pages sur l'histoire des revenus, des patrimoines à travers les siècles, prend le risque comme ça d'écrire des tribunes courtes de 5000 signes dans le feu de l'actualité, en essayant quand même à chaque fois, j'essaye
d'utiliser des travaux de recherche, de faire un peu de mise en perspective historique. Donc ça se lit rapidement. Hein, c'est quand même ça l'avantage, c'est que par rapport à un livre de 1000 pages, toutes ces tribunes, elles font 2 pages, 3 pages, bon, ça se lit rapidement. Donc voilà, je demande aux lecteurs indulgents de voir les choses qui sont un peu marquées par le moment où elles ont été écrites, de passer à la suivante si nécessaire. Mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui continuent d'être pertinentes aujourd'hui. Ça se lit effectivement très bien, je le confirme. Merci. Et donc c'est un livre qui est découpé en 3 parties, chacune des chroniques sous une des 3 thématiques. Donc on a mondialisation, France et Europe. Arrêtons-nous un petit peu sur le cas français, si vous le voulez bien. C'est une partie du livre qui commence quasiment avec l'élection d'Emmanuel Macron, puisque la première chronique date d'avril ou mai 2017. Vous dressiez alors l'étendue des chantiers à venir, retraite, assurance chômage, éducation, code du travail, etc. Vous n'aviez pas l'air débordant d'enthousiasme face à l'élection d'Emmanuel Macron, mais pas non plus complètement hostile. 3 ans plus tard, quel est, à vos yeux, le bilan de la politique d'Emmanuel Macron ? Oui, alors j'étais pas non plus très optimiste, comme vous venez de dire, mais en même temps j'essayais d'être constructif parce que j'essaye toujours, de façon générale, dans mes tribunes, à chaque fois que je critique un programme, de faire des propositions alternatives et de pas être simplement dans la critique. Disons que je pense il a fait le choix de marquer son identité politique sur notamment la suppression de l'impôt sur la fortune, qui était un vrai tabou dans la histoire politique française. Il faut se rappeler que la droite avait tenté entre 86 et 88 d'abolir l'impôt sur les grandes fortunes créé par la gauche en 1981, et beaucoup de gens en étaient ressortis avec la conclusion que ça avait contribué à la défaite de Jacques Chirac en 88. La gauche ensuite avait rétabli l'impôt sur la fortune, nouvelle mouture en 1989-1990. Et depuis cette date, donc depuis pratiquement 30 ans, la droite n'osait plus s'attaquer à l'impôt sur la fortune en se disant, bon voilà, ça fait partie du patrimoine français, des éléments qui fondent un peu le pacte social et la notion de justice fiscale qu'il y a en France. Et souvenez-vous, Nicolas Sarkozy lui-même avait pas voulu supprimer l'impôt sur la fortune, il avait contourné l'obstacle en créant le bouclier fiscal quand il avait été élu en 2007, qui était voilà un mécanisme un peu compliqué permettant finalement de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de réduire les impôts des plus riches, mais sans ouvertement supprimer l'impôt sur la fortune. Et Emmanuel Macron, lui, est arrivé fort du fait qu'il avait rassemblé d'une certaine façon les électeurs à la fois du centre droit, du centre gauche, les électeurs plutôt socialement plus favorisés, il faut quand même bien dire, à la fois en termes de niveau de diplôme et de niveau de fortune, de revenus et de patrimoine, qui avant votaient pour le centre droit, le centre gauche, se sont rassemblés sur sa candidature, et fort de cette confiance disant en lui, il s'est dit, voilà, moi je vais y aller, je supprime l'impôt sur la fortune, je libéralise le marché du travail. Enfin, il y avait beaucoup d'autres mesures, évidemment, qui ont été prises, mais ça, c'était une des mesures fortes. Je pense qu'il a brisé immédiatement une partie, justement, de ce qui fait le pacte social français. Et on l'a vu dès l'année suivante avec la crise des Gilets jaunes, où, en fait, le gouvernement a voulu dire, au nom du climat, on va vous faire payer, en gros, 5 milliards d'euros en plus de taxes carbone. Bon, si ça avait été vraiment au nom du climat, peut-être que les gens auraient dit, bon, après tout, si c'est pour une bonne cause, on peut payer un peu d'impôts en plus. Sauf que la même année où ces 5 milliards d'euros rentraient dans les caisses en taxes carbone en plus payées par tout un chacun, il y avait justement 5 milliards d'euros qui sortaient pour payer la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors le gouvernement a dit non, mais ça n'a rien à voir, les 2 fois 5 milliards d'euros n'ont rien à voir. Bon, mais là, il y a un moment, vous voyez, les gens, si vous les prenez trop pour des imbéciles, ça finit par vous retourner sur vous. C'est-à-dire que les gens se sont dit, bah écoutez, non, là, c'est juste trop grossier. C'est-à-dire que souvent, les injustices fiscales ou les injustices sociales sont moins visibles que ça. Là, il y a eu vraiment une tentative délibérée de faire payer des gens, de la majorité de la population, au nom d'une noble cause, le climat, mais en fait, on utilisait l'argent pour supprimer l'impôt sur la fortune, et ça a vraiment contribué à cette énorme crise sociale, ce sentiment d'injustice très forte que, objectivement, on peut comprendre. Et face à ça, le gouvernement a dit, bon, écoutez, on va supprimer la taxe carbone, mais par contre, on va conserver la suppression de l'impôt sur la fortune. Et là, on voit que même avec la pandémie,
Dans le fond, Emmanuel Macron continue son agenda. Il y a eu des nouvelles baisses d'impôts sur les entreprises cet automne, sans aucune contrepartie sociale ou écologique. Et on pourrait dire, bon, si c'est pour des petits et moyens chefs d'entreprise en difficulté, pourquoi pas une baisse d'impôts, mais sur des dirigeants d'entreprise ou des actionnaires très prospères, est-ce que vraiment c'est la priorité de rajouter une baisse d'impôts? Peut-être pas, ou en tout cas, il faut des contreparties. Le gouvernement n'a pas voulu. Donc on continue d'être sur une ligne, disons, d'une politique quand même très inégalitaire, qui voilà, crée des déchirures et je trouve ça très, très inquiétant, très, très inquiétant pour la suite. Est-ce que c'est ça, le macronisme aussi, cette forme de politique-là, assez décomplexée et sans s'en cacher, en fait? Oui, c'est ça. Je pense ce qui lui a donné cette confiance en lui, à nouveau, c'est qu'il a réussi à finalement créer cette coalition à partir, disons, des électeurs de centre droit, de centre gauche, ce qui lui a donné l'impression que voilà, il renouvelait complètement la politique française et donc voilà, il pouvait se permettre de faire tout ça, à ses yeux briser tous les tabous, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il a rassemblé essentiellement, effectivement, les électeurs socialement les plus favorisés de centre droit, de centre gauche, pour mener une politique qui est essentiellement une politique pour les plus favorisés. Et c'est tellement visible, disons, c'est tellement grossièrement visible que ça focalise les oppositions. Alors son pari, c'est évidemment de se dire que la faiblesse des oppositions de gauche et des oppositions de droite et d'extrême droite, finalement, lui permettra de rester au milieu sur son chemin central. Mais ce faisant, voilà, il y a le risque de favoriser de types de dérives nationalistes d'extrême droite qu'on a pu voir dans d'autres pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, où il y a, voilà, sous d'autres formes qu'en France, le nationalisme a finalement bénéficié des politiques d'accroissement des inégalités et d'absence de justice sociale des gouvernements précédents. Et donc, voilà, je voudrais pas qu'on aille dans cette voie en France. Il est appuyé en tout cas à l'Assemblée nationale par une majorité assez forte, et ça a été le cas dès 2017. Vous demandiez justement dans une de vos chroniques au sujet des députés LREM à l'Assemblée nationale, s'ils allaient utiliser cette position majoritaire pour être à la pointe de la réforme et du renouveau, ou se contenter de jouer, je vous cite, le simple rôle de chambre d'enregistrement. Votre réponse aujourd'hui ? C'est plutôt une chambre d'enregistrement. Alors maintenant, on va voir. Là, il reste encore 1 an et demi. On voit qu'il y a quand même, il y a un certain nombre de députés qui sont partis, qui ont créé des groupes intermédiaires. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont voté absolument tout ce que le gouvernement leur a demandé de voter, sans aucun esprit critique. C'est vrai qu'on comparait beaucoup à un moment Macron à Giscard, là, qui vient de disparaître. Une différence qu'il faut pas oublier, c'est que il y a le même tempérament libéral, économiquement, et parfois à instrumentaliser l'Europe, d'ailleurs, pour faire passer un agenda libéral. Donc il y a des points communs. Une différence, c'est que c'est vrai que Giscard avait moins une majorité à sa botte. C'est-à-dire qu'il avait une majorité compliquée, des UDF, des RPR, de personnes étaient d'accord. Il avait un mouvement social en face de lui très fort. Il y avait la peur que la gauche arrive au pouvoir, ce qui l'amenait en fait à faire plein de concessions, par exemple sur des augmentations de salaire minimum très très fortes, beaucoup plus fortes que l'inflation, dont lui dans l'absolu ne voulait pas, mais qui lui était imposée finalement par cette opposition et le fait qu'il n'avait pas tous les pouvoirs. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, comme il a une majorité parlementaire qui a été entièrement élue sur son nom de personnes arrivant d'un peu partout, de nulle part, et qui sinon, sans lui, n'aurait jamais été député, ça lui donne une confiance en lui, parfois une absence de concertation, des prises de décision très solitaires. Donc moi, j'en appelle encore, enfin exactement comme dans cette tribune de 2017, j'en appelle aux députés à essayer de jouer leur rôle, simplement. Je dézoome un petit peu du cas purement français maintenant pour repartir sur l'idée socialiste, l'idée du socialisme de manière générale. Quand on vous lit, et vous avez commencé à en parler un petit peu il y a quelques minutes, on a l'impression que les mesures que vous prenez ne sont pas si difficiles à mettre en place, que c'est une question de volonté politique, mais qu'on n'est pas dans le grand soir, dans quelque chose de si radical que ça. Pour vous, tout est une question d'adaptation politique et pas de table rase ? Alors, c'est pas si simple. C'est-à-dire que ce que j'appelle socialisme participatif dans mon livre, c'est un système économique qui est
assez différent du système actuel, mais je dirais qu'il est dans la continuité des transformations déjà très fortes qui ont eu lieu, disons, au cours du dernier siècle. C'est-à-dire que le capitalisme d'aujourd'hui, qui est en gros un capitalisme social-démocrate, avec des systèmes de sécurité sociale, des systèmes d'impôts progressifs sur les revenus, les successions, est très différent du capitalisme de 1900-1910, qui était un système de capitalisme colonial, racial, patriarcal, et des inégalités énormes à l'intérieur de la France, entre la France et ses colonies. Enfin, vous vous rendez compte de tout ce qui a changé en un siècle. C'est-à-dire que déjà, les transformations entre ce capitalisme-là, de 1910, 1920, et le capitalisme actuel sont considérables. Le socialisme participatif que je décris, il est dans cette lignée-là. Donc, il est différent du système actuel, mais il n'est pas plus différent du système actuel que le système actuel ne l'est du système il y a un siècle. En quoi ça consiste? En gros, c'est d'essayer de poursuivre dans la lignée de ce qui a bien marché. Donc, il y a des choses au XXe siècle qui n'ont pas du tout marché. Bon, le communisme soviétique, clairement, c'est un échec. Mais par contre, dans la social-démocratie européenne, il y a des choses qui ont bien marché. Donc, j'insiste notamment sur 2 points. C'est tout ce qui concerne le partage du pouvoir, la circulation du pouvoir dans les entreprises. Donc il faut savoir que un certain nombre de pays, comme la Suède, comme l'Allemagne, ont depuis les années 50 jusqu'à la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises qui vont aux représentants élus des salariés, y compris si ces derniers ne possèdent aucune action dans l'entreprise. Et si en plus les salariés possèdent 10 ou 20% du capital en actions, ou si une collectivité locale, un gouvernement régional possède 10 ou 20% des actions, alors, avec les 50% des droits de vote qui vont aux salariés, plus 10 ou 20% des 50% des droits de vote allant aux actionnaires, vous faites basculer la majorité, y compris face à un actionnaire qui a 80 ou 90% du capital. Donc vous voyez que déjà, ça n'a plus grand-chose à voir avec la logique classique de la société par action. Et d'ailleurs, pour mettre ça en place en Allemagne et en Suède, ça n'a pas été, pour en revenir à votre question, ça n'a pas été si simple. C'est-à-dire que ça a été des batailles sociales considérables, même des modifications constitutionnelles. C'est-à-dire que la constitution allemande de 1949, on voit toujours aujourd'hui l'Allemagne comme très conservatrice sur le plan économique. Mais en fait, l'Allemagne a innové sous le coup aussi des rapports de force. C'est-à-dire, voilà, dans l'après-guerre, les syndicats, les forces sociales ont obtenu que dans la Constitution, on définisse la propriété comme une notion sociale, une propriété sociale, mettant en jeu non seulement des actionnaires, mais aussi des salariés, des consommateurs, les différentes parties prenantes, les gouvernements locaux, et avoir un équilibre des pouvoirs. Moi, je propose non seulement d'étendre ce système. En France, ça n'a jamais été étendu. Le patronat, les actionnaires continuent de dire « Ah non, les salariés, on ne veut pas les voir autour de la table du conseil d'administration, ils vont nous embêter. » Et on a un taux de syndicalisation très faible, bas. En particulier parce qu'on ne leur donne pas de pouvoir. Et on dit « Voilà, ils ont qu'à manifester dans la rue, ça c'est très bien. » Bon, non, en fait, ça a plutôt bien marché en Allemagne et en Suède. Le fait d'avoir plus d'informations sur les comptes de l'entreprise, de pouvoir s'impliquer davantage dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Donc moi, je propose non seulement d'étendre ça en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'ensemble des pays, mais d'aller même plus loin. Et je discute de 2 différences importantes avec le système allemand ou suédois. C'est d'avoir, d'abord, que ça s'applique aux plus petites entreprises, et aussi qu'à l'intérieur des 50% des droits de vote qui iraient aux actionnaires, un actionnaire individuel ne puisse pas avoir plus de, mettons, 10% des droits de vote au-delà d'une certaine taille d'entreprise, de façon à ce que voilà, disons, dans une toute petite entreprise, celui qui a vraiment apporté tout le capital, c'est normal qu'il ait un peu plus de droit au chapitre qu'un salarié qui a été embauché la veille, qui va éventuellement repartir la semaine suivante et qui a lui-même peut-être un projet de créer une entreprise. Mais dès lors que l'entreprise augmente en taille, on a besoin d'une délibération, on a besoin de partage. L'idée qu'une personne, à elle toute seule, parce qu'elle a eu une bonne idée à 30 ans, ou a eu de la chance à 30 ans, ou les deux à la fois, va pouvoir continuer de concentrer tous les pouvoirs à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, ça correspond pas du tout à la réalité des sociétés très éduquées dans lesquelles on vit aujourd'hui. On a besoin de cette participation économique. Donc ça, c'est vraiment un des volets importants du socialisme participatif. L'autre volet, c'est d'aller également encore plus loin que ce qu'on a fait au XXe siècle pour ce qui concerne l'impôt progressif sur les revenus, sur les successions. Et il faut se rappeler qu'aux États-Unis, pour prendre une autre piste d'inspiration que la Suède ou l'Allemagne, sous Roosevelt, le taux appliqué aux revenus les plus élevés est monté jusqu'à 91%. Il était en moyenne de 80% de 1930 à 1980. Ça n'a pas tué le capitalisme états-unien. Ça a permis de réduire les inégalités, ça oui, mais ça n'a pas tué le capitalisme états-unien parce que ça s'appliquait à des niveaux de revenus, de patrimoine tellement mirobolants qu'en fait, ça sert à rien du point de vue de l'efficacité économique
économiques d'avoir des écarts aussi hallucinants. Vous pouvez avoir vous pouvez discuter des écarts de 1 à 4, de 1 à 5, de 1 à 10 ou de 1 à 20. Moi, je pense que 1 à 5 ou 1 à 6, ça suffit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 1 à 50 ou 1 à 100, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'en fait, ces mesures de taxation très progressives aux États-Unis, ça n'a absolument pas diminué l'innovation, qui est au contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt depuis les années 80 où Reagan a voulu très fortement diminuer les taux d'imposition sur les plus riches, qu'on a eu une très forte progression des inégalités, ça oui, mais la croissance elle-même a en fait été divisée par 2. Et c'est cette grande déception, notamment des classes moyennes et des classes populaires américaines, face à la promesse réganienne de dynamisation de la croissance par le haut, qui explique d'ailleurs, je pense, une grande partie des dérèglements démocratiques qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, avec une tendance justement à essayer de trouver des coupables, notamment au sein du Parti républicain, et ça a commencé avant Trump, c'est-à-dire à dire, voilà, c'est de la faute des Mexicains, des Chinois, de le reste du monde qui a volé la croissance et le dur labeur de l'Amérique blanche. Et là, ça commence à devenir vraiment inquiétant. Mais je pense que c'est en partie la conséquence de cette déception par rapport aux promesses réganiennes. Donc je pense qu'il faut réévaluer ce bilan de l'impôt progressif au XXe siècle, qui s'est appliqué à un moment à des niveaux de progressivité extrêmement élevés, notamment dans le cœur capitaliste que sont les États-Unis d'Amérique. Et je pense qu'il faut, dans le cours du XXe siècle, revenir à ces niveaux de progressivité fiscale, avec des niveaux de 80-90% sur les plus hauts revenus, les plus hauts de patrimoine hérité. Et de cette façon, on peut faire aussi circuler le patrimoine. Je fais des propositions sur un héritage minimum pour tous, de 120 000 euros pour tous à 25 ans, qui pourrait être financé de cette façon-là. À nouveau, il s'agit d'ouvrir la réflexion. C'est pas pour dire qu'on va faire ça demain matin, tout ça, mais je pense qu'on a besoin de reprendre cette discussion sur l'évolution dans le long terme de notre système économique. Mais je vous trouve justement assez optimiste dans votre approche et c'est plutôt réjouissant. L'optimisme, c'est une qualité à avoir quand on prône un socialisme dans un monde comme le nôtre. Oui, mais j'essaye d'avoir un optimisme qui, en même temps, s'appuie aussi sur l'histoire. Parce que, à nouveau, si en 1910, on avait dit, dans le capitalisme colonial de l'époque, si on avait dit, vous savez, en 2010, en 2020, il y aura la sécurité sociale pour tous, il y aura la moitié du revenu national sous forme de prélèvements obligatoires et de cotisations sociales pour payer des retraites, les santé, etc. Les gens, en 1910, auraient dit, mais non, ça n'a aucune chance d'arriver. Et c'est arrivé. Donc, je pense qu'il y a une forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire. Alors, c'est mon côté, oui, un peu idéaliste, optimiste. En même temps, ce que j'apprends aussi de l'histoire, c'est que cet apprentissage, c'est toujours fait dans la douleur. C'est-à-dire que, malheureusement, ce sont souvent les crises très graves du XXe siècle, les guerres mondiales, la menace du contre-modèle communiste, qui a fait des dégâts en Union soviétique, mais qui, en mettant la pression sur les élites des pays capitalistes, a aussi beaucoup contribué à ça. Alors, on ne va pas réinventer l'Union soviétique pour mettre la pression, mais il y a d'autres crises qui joueront un rôle à l'avenir. La crise climatique, évidemment, peut contribuer à ce que les uns et les autres prennent conscience du fait que le système économique actuel ne peut pas continuer comme ça. Des crises sanitaires comme celle-ci peuvent contribuer, même si je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, des crises financières, des crises sociales comme celle des Gilets jaunes qui peuvent encore s'aggraver. Donc c'est souvent les crises qui conduisent à ces changements. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que dans ces moments de bifurcation historique auquel conduisent ces différents types de crises, il y a toujours ensuite plusieurs trajectoires possibles. Et c'est très important, oui, de pas simplement attendre le grand soir, mais de s'intéresser au lendemain matin, quoi. C'est-à-dire de réfléchir concrètement, et c'est ce à quoi j'invite les lecteurs dans ces travaux, aux formes d'institutions alternatives pour organiser l'économie, la société, le partage du pouvoir dans les entreprises, le système fiscal, le système éducatif, et se réapproprier ces questions dès maintenant. Parce que sinon, les crises, les crises du début du XXe siècle ont débouché sur des monstres et sur des horreurs, et celles d'aujourd'hui peuvent malheureusement aussi enfanter des choses terribles. Donc, à long terme, je suis optimiste, mais ça peut passer par des retours en arrière. Ce serait dommage d'avoir besoin d'une guerre pour y arriver. Effectivement.
Avant ce recueil de chroniques Vivement le socialisme, vous aviez publié à l'été 2019 un autre livre, Capital et idéologie, un ouvrage somme, important, dans la lignée de Capital au XXIe siècle, une sorte de complément qui ouvrait aussi sur d'autres horizons plus internationaux. Dans Capital et idéologie, vous vous intéressez aux inégalités dans les sociétés humaines et à la façon dont, à travers les époques, on les a justifiées. On en a parlé là aussi. Vous faites de l'égalité un objectif. Est-ce que vous pensez que la majorité des individus, en France par exemple, y soient aussi attachés que vous ? Je pense il y a une demande d'égalité, il y a une demande de justice. Et la question, c'est comment on définit la justice dans des sociétés où les gens sont très différents dans leurs origines, dans leurs aspirations. Et donc, c'est compliqué de définir la justice. Mais je pense que en comparant les histoires de ces différentes sociétés et comment ces trajectoires de réduction des inégalités ont été envisagées dans différentes sociétés, on peut essayer de se faire une idée plus précisément. Et donc, moi, c'est ça que j'invite le lecteur dans Capital et idéologie à ce voyage à travers le temps, dans l'histoire des sociétés humaines, comment un pays comme la Suède, qui était extraordinairement inégalitaire au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, est devenu un des pays les plus égalitaires, comment l'Inde a essayé de développer des systèmes d'accès pour les castes les plus défavorisées historiquement, d'accès à l'université, à l'emploi public, des systèmes de quotas aussi pour les catégories les plus lourdement discriminées, pour essayer de faire face à un héritage historique extrêmement lourd qui venait du système de caste ancien de l'Inde, mais aussi de la colonisation britannique. Enfin, j'essaye de multiplier les points de vue, les exemples, pour montrer comment rien n'est figé. Et c'est ça l'enseignement peut-être central de cette histoire des régimes inégalitaires que je développe dans Capital idéologie, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme ni économique, ni technologique, ni culturel. Les inégalités sont toujours politiques. Sont politiques, idéologiques, et ça peut changer toujours beaucoup plus vite qu'on l'imagine. C'est-à-dire, ce sont d'abord des processus de mobilisation sociale, politique, qui peuvent modifier très fortement la structure même des inégalités dans les pays. Et je pense qu'il en ira de même à l'avenir. Alors pardon, moi je vais vous tirer vers le pessimisme, mais si on dressait le scénario du pire, à quoi ressemblerait la France dans 50 ans si les inégalités croissaient de manière exponentielle ? Oui, alors je pense pas que ça puisse durer aussi longtemps. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura des réactions. Je pense qu'à long terme, de toute façon, les solutions aux problèmes qu'on a à résoudre, que ce soit les problèmes sociaux ou les problèmes climatiques, tous ces enjeux reposent sur la coopération internationale, sur une forme d'internationalisme, sur une nouvelle façon d'organiser la mondialisation, ce que j'appelle dans mon livre le social-fédéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas avoir d'échanges économiques, financiers, commerciaux entre les pays si on n'a pas d'abord des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux communs. Et donc je pense qu'on va remettre en cause la mondialisation actuelle, les accords commerciaux. Alors dans certains cas, peut-être qu'on le fera d'une façon nationaliste, un peu à la Trump, qui va taper du poing sur la table avec la Chine, mais sans vraiment proposer un horizon universaliste ou positif. Donc oui, il y aura sans doute peut-être des phases comme ça parfois de repli, mais je pense qu'à la fin, on en viendra à des solutions internationalistes, parce que pour une raison simple, c'est que les solutions de repli ne résoudront pas les problèmes, c'est-à-dire ne vont pas diminuer les inégalités, ne vont pas résoudre la frustration des classes moyennes, des classes populaires qui ont l'impression de ne pas bénéficier de la mondialisation, et que les acteurs économiques les plus puissants, grandes entreprises, milliardaires, captent une proportion tout à fait démesurée de la croissance économique. Et à nouveau, la crise climatique n'a de solution que à travers la réduction des inégalités. C'est-à-dire qu'on a bien vu ces dernières années en France avec la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on ne peut pas imaginer une seconde que les catégories populaires, les classes moyennes acceptent de faire des efforts, de changer leur mode de vie, si on commence pas par demander à ceux qui sont au sommet des efforts beaucoup plus importants encore. Et ça, c'est quelque chose qui va se manifester de façon de plus en plus forte, parce que la réalité du réchauffement et les conséquences dans la vie des uns et des autres vont devenir de plus en plus fortes. Alors moi, j'espère qu'on soit capable de prendre des mesures sans attendre des réactions, des conséquences trop négatives des évolutions en cours. Mais c'est ça qui me convainc que de toute façon, l'accroissement des
des inégalités n'est pas quelque chose d'inéluctable et qui va se continuer ni pendant 30 ans, ni pendant 50 ans, ni a fortiori plus longtemps. Merci beaucoup Thomas Piketty pour ces notes d'optimisme et pour nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Vous venez d'écouter Face au Monde, un podcast Fnac produit par Slate.fr et présenté par sa rédactrice en chef Hélène Decomer. Retrouvez Face au Monde sur laclaquefnac.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.